OK, donc je pense que c'est bon, on est en live. Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignent. Bienvenue dans ce webinaire qui va parler des 2 moyens de soutenir l'agriculture française, qui sont votre consommation alimentaire et votre épargne. Moi, je suis Jeanne de chez FEV et aujourd'hui, on est en compagnie de Julien, cofondateur d'Équipe, et Vincent, cofondateur de FEV. On va rester 1 heure ensemble. Vous pourrez poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat. Et c'est Eva aujourd'hui à la technique qui répondra directement dans le chat ou alors qui les mettra de côté pour qu'on y réponde à la fin. On va pouvoir commencer rapidement déjà par un petit tour de table des intervenants du jour. Julien, Vincent, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes en quelques mots? Peut-être Julien, je te laisse commencer. Ok, merci Jeanne et salut Vincent. Julien, je suis, comme tu l'as dit, l'un des cofondateurs d'Équipe. Donc on propose notamment des avantages pour les salariés et un titre restaurant engagé. Voilà, et je suis papa de 2 enfants, un petit garçon qui a 2 ans et une petite fille qui a 3 mois. Voilà, je suis lillois d'origine, j'habite à Annecy depuis 3 ans. Donc c'est un très beau cadre de vie qui rassemble des choses que j'aime, à savoir être proche de la nature, voilà, et qui est un sujet qui, je pense, comme pour vous, est un sujet qui me tient à cœur. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Avant, j'ai créé j'ai participé à la création de 2 entreprises à Lille, où j'ai adoré l'aventure humaine, mais j'avais besoin d'être encore plus aligné dans mes objectifs professionnels. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a poussé à créer. Vincent, je te laisse la parole. Ouais, merci et ravi d'échanger avec toi et Jeanne. Donc moi, je suis en effet un des fondateurs de FEV. On est 3 fondateurs chez FEV et on en parlera un peu plus tard tout à l'heure, mais chez FEV, on aide des jeunes agriculteurs à s'installer en agroécologie grâce à l'épargne citoyenne. Et avant d'avoir créé FEV, il y a maintenant 4 ans, j'ai monté une autre entreprise dans la téléassistance pour personnes âgées qu'on avait cédé avec mes 2 associés de l'époque à une mutuelle. Et donc moi, j'habite un peu à l'opposé de toi, Julien, parce que j'habite à Bordeaux. Et par contre, comme toi, j'ai 2 enfants aussi, voilà, en bas âge. Ok, merci à tous les deux. Donc pendant cette heure ensemble, on va parler des moyens que les citoyens ont entre les mains pour soutenir une alimentation plus durable et une agriculture engagée. Donc on va poser un peu le contexte. On n'a qu'à commencer du coup par quelques ordres de grandeur. Julien, est-ce que tu peux nous donner en quelques chiffres l'argent, enfin une idée de l'argent que les gens dépensent dans leur consommation alimentaire quotidienne? Merci pour la question, Jeanne. Juste avant de répondre à cette question, je voudrais parler de ce qui rapproche le sujet de l'agriculture et de l'alimentation et de l'importance que ça a. Aujourd'hui, il y a 6 limites planétaires qui ont été dépassées. Je pense qu'il y en a une 7e en cours. Et sur les 6 limites planétaires, il y en a 5 pour lesquelles l'alimentation et l'agriculture est le premier responsable. Donc la seule qui ne l'est pas, c'est l'empreinte carbone dont on parle beaucoup. Et les 5 autres, c'est la biodiversité, le cycle de l'eau douce, l'utilisation des sols, l'eutrophisation notamment, ont pour premier responsable la manière dont on produit et dont on mange. Donc voilà, donc il y a évidemment ensuite un lien très fort entre quand on mange quelque chose, ça a été produit, et donc de comment ça a été produit, comment on respecte les sols, comment on respecte les cycles naturels, etc. Et je pense que ça, c'est le lien dont je voulais parler en premier point entre Ferme en Vie et Équipe. En tout cas ce qui nous rassemble. Voilà. Et dans les chiffres que je voulais partager sur l'alimentation et la problématique à laquelle nous, on essaye de s'attaquer chez Équipe, c'est qu'on a remarqué que le levier le plus important pour changer la consommation, c'était l'aspect financier. Aujourd'hui, si les gens continuent de prendre l'avion par rapport au train, c'est aussi parce que le train n'est pas assez compétitif par rapport à l'avion, ou l'avion pas assez taxé. C'est la même chose pour l'alimentation. Voilà. Et l'alimentation, par exemple, bio, c'est 20% plus cher en moyenne selon l'INSEE par rapport à l'alimentation conventionnelle. Donc, il y a un vrai enjeu de rendre ça accessible. Voilà. Et indirectement, si on le rend plus accessible, il va falloir le produire. Et donc, ça peut avoir un rôle important pour mieux produire, on va dire, et en respectant les enjeux environnementaux.
Je ne sais pas si ça répond bien à tes questions, Jeanne. Oui, ça y répond. L'idée, c'était aussi de donner quelques chiffres sur la consommation alimentaire quotidienne, mais je pense que tu as déjà parlé du fait que c'était quelque chose qui était important. Vincent, toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'épargne des Français? Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les Français, ils épargnent beaucoup relativement à d'autres pays dans le monde. L'épargne des Français, ça représente 17% de leurs revenus. Alors, c'est une moyenne, hein, forcément, c'est très différent d'une personne à une autre, mais c'est quand même assez important, c'est 17%. Et ça fait partie on fait partie des bons élèves, en tout cas des gens qui épargnent le plus par rapport à d'autres pays européens et par rapport au monde entier. En termes de... Là, je vais donner 2-3 chiffres. C'est des chiffres qui sont tellement énormes que c'est difficile de vraiment les appréhender. Mais le flux d'épargne des Français tous les ans, c'est 300 milliards à peu près. Et le stock d'épargne, donc la quantité d'épargne qui appartient aux citoyens français, c'est à peu près 6 000 milliards d'euros. Au milieu de tout ça, et je fais un peu le lien avec ce qu'on fait nous aujourd'hui, alors, il y a différentes façons de qualifier l'épargne des Français. On parle d'épargne ou d'investissement à impact, mais on parle aussi d'épargne solidaire. Et l'épargne solidaire, c'est l'épargne qui est utilisée pour financer tout ce qui est économie sociale et solidaire et qui finance plutôt des projets à impact social et ou environnemental. Et cette épargne solidaire, aujourd'hui, elle a atteint, d'après le dernier baromètre qui est sortie par l'association FAIRE, elle atteint les 30 milliards d'euros. Donc, c'est 0,5% de l'épargne totale des Français. Donc, ce qui est encore microscopique, ce qui est tout petit. Après, il y a une belle progression parce qu'on a une progression de 15% par rapport à l'année d'avant. Donc, on est passé de 0,45 à 0,5%. Voilà un peu pour donner quelques ordres de grandeur, en tout cas, sur l'épargne et puis l'épargne solidaire, qui est le cadre dans lequel nous, on s'inscrit. Ok, super intéressant. Ouais. J'ai une question pour toi. Si ça continue comme ça, 15% par an, on va atteindre 1% d'ici 10 ans, non? Ou, ouais, non, c'est vrai que ça, non, ça va pas assez vite. Après là, je m'intéresse à l'épargne solidaire et après, il y a d'autres moyens d'épargner qui rentrent pas forcément dans ce cadre-là, mais qui ont un intérêt aussi ou un impact positif par rapport aux enjeux environnementaux ou sociaux. Mais c'est vrai que ouais, c'est encore tout petit et c'est porté par l'épargne salariale un petit peu, enfin principalement. Mais aujourd'hui, c'est l'épargne salariale principalement qui permet de diriger cette épargne solidaire. Il y a quelques investissements directs qui permettent aussi de diriger l'investissement direct de personnes dans des investissements qui sont considérés comme des investissements solidaires, mais qui sont assez peu nombreux aujourd'hui. Alors nous, on en fait partie avec FEV, mais pour l'instant, enfin, on parlera des chiffres peut-être tout à l'heure. Je peux en dire 2 mots. On a collecté depuis le début 23 millions, donc ça représente une petite goutte d'eau dans ces 30 milliards. Merci. Du coup, là, on vient de parler de l'épargne et par rapport au titre restaurant, est-ce que Julien, tu peux nous dire combien ça représente cet argent qui ne dort pas en fait par rapport à nos titres restaurants? Oui, alors en fait, pour expliquer rapidement un titre restaurant, il y a 2 manières d'avoir un impact, hein. C'est la manière dont on l'utilise, donc la manière dont on le consomme. Donc c'est là où, chez Équipe, on essaie de flécher les salariés à aller consommer vers des lieux qui prônent une alimentation plus responsable. Et en fait, il y a le deuxième volet où ça s'apparente plus à de la banque. Donc en fait, un titre restaurant, c'est comme une banque. C'est-à-dire que là, les entreprises et les salariés nous font confiance pour gérer un flux financier. Et l'ensemble des acteurs du marché aujourd'hui mettent à disposition cet argent sur des comptes rémunérateurs et généralement se soucient très peu, voire guère, de l'impact environnemental et social qui est lié à cet argent. En gros, ils vont mettre l'argent là où ça rémunère le mieux. Et généralement, là où ça rémunère le mieux, c'est pas forcément là où ça a le meilleur impact. Voilà. Et donc, nous, on a décidé chez Équipe de faire un pas de côté en s'associant avec une banque coopérative qui vieille de 30 ans, qui s'appelle la NEF, et qui finance exclusivement, on va dire, l'économie sociale et solidaire. Voilà. Et donc, nous, si 23 millions, c'est une goutte d'eau, nous, c'est une micro-goutte d'eau, parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui nous font confiance et les salariés, ça représente aujourd'hui 400 000 euros qui aident donc des associations, des coopératives ou des entrepreneurs qui œuvrent sur ces sujets sociaux et environnementaux.
voilà, on va dire, on met l'argent au service de la transition écologique avec le titre restaurant équipe. C'est notre manière aussi d'agir sur la finance responsable. Ok, donc on voit bien que l'argent, il est là, il existe, et il donne aux citoyens du coup de grands pouvoirs. On dit même souvent que manger, c'est voter tous les jours. Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer donc ce qu'on fait chez FEV et comment on permet aux citoyens de s'engager avec leur épargne pour l'agriculture française? Ouais, alors ce qu'on fait chez FEV, c'est que en fait, on s'est rendu compte qu'il y a deux enjeux majeurs sur l'agriculture aujourd'hui. C'est le renouvellement des générations, c'est-à-dire qu'on a la moitié des agriculteurs qui sont en âge de partir à la retraite et qui vont bientôt partir à la retraite. Et une des difficultés pour les personnes qui cherchent à reprendre des installations ou à s'installer, c'est l'accès au foncier et le financement du foncier. Parce que contrairement à ce qui se passait dans le passé, où les fermes étaient reprises par les enfants des agriculteurs, aujourd'hui on a les 2 tiers des personnes qui cherchent à s'installer qui ne sont pas des enfants d'agriculteurs. Et pour ces personnes-là, l'accès et le financement du foncier est un des gros freins à leur installation. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer une foncière qui répond à cet enjeu-là en achetant des fermes pour ensuite les mettre à disposition sous forme de location avec option d'achat à des personnes qui cherchent à s'installer. Et en fait, on voulait répondre à... Et c'est pour ça qu'on a créé FEV au départ, c'était pour répondre à l'enjeu de transition agroécologique. Et donc, on a cette foncière, on a décidé qu'elle ne finance que des projets qui ont une démarche très engagée d'un point de vue agroécologique. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, les projets qui sont accompagnés, c'est des projets qui sont conformes à une charte agroécologique qui est assez ambitieuse, qui définit les conditions dans lesquelles les fermes doivent être conduites pour pouvoir être financées par la foncière. Et donc, ce qu'on va financer, c'est des projets qui s'inscrivent dans le cadre de l'agriculture biologique, et qui essaie d'aller même plus loin que l'agriculture biologique sur certains aspects comme la diversification des cultures, la conservation ou la création d'infrastructures écologiques comme les haies, les bois, des points d'eau, etc., etc. Et je vois la question qui est posée par Guillaume à côté. En effet, la foncière qu'on a créée, elle est assez proche de ce que fait Terre de Liens, avec une différence notable qui est principalement une différence vis-à-vis des agriculteurs dont on permet l'installation, parce qu'on leur met à disposition les fermes sous forme de location avec option d'achat, alors que Terre de Liens ne donne pas cette possibilité de devenir propriétaire à ces personnes qui s'installent. Et c'est vrai que c'est souvent un besoin assez fort qui est exprimé par les personnes qui cherchent à s'installer, qui est de pouvoir devenir propriétaire à terme de leur ferme. Donc, on a décidé de leur donner cette option d'achat, ce qui leur donne cette possibilité, qui est vraiment à leur main, qu'ils exercent ou pas. Et ce qui permet aussi de démultiplier notre impact lorsque ces options seront exercées, parce qu'avec cet argent, on pourra permettre à d'autres personnes de s'installer. Et donc, on pourra réutiliser la même somme d'argent pour permettre à une deuxième ou une troisième personne de pouvoir s'installer. Ok. Merci Vincent. Du coup, j'ai envie de continuer sur ce qu'on fait chez FEV. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que vous avez proposé donc aux salariés d'avoir des titres restaurant équipe. Donc pourquoi avoir fait ce choix? Ouais, en fait, c'est vrai que on essaye de faire pas mal de choses qui vont dans un sens positif d'un point de vue social et environnemental. On le fait dans le cadre de notre entreprise avec ce qu'on essaye d'apporter aux agriculteurs sur le terrain. Et c'est vrai que si on peut réussir à aligner certaines choses dans le cadre des salariés qui travaillent chez nous, on trouve que c'est intéressant. Et c'est vrai que j'ai découvert Équipe il y a quelques années. Je crois que c'était il y a 2 ans, un truc comme ça. Et donc on s'est dit que c'était hyper intéressant parce que ça permettait de favoriser également la consommation dans des restaurants ou dans des boutiques qui promeuvent une alimentation plus responsable. Et donc, dès qu'on a découvert ce truc-là, on s'est renseigné et puis assez vite, on a sauté le pas. Ouais, et on est super contents. Et Julien, tu peux nous en dire plus d'ailleurs sur Équipe, comment ça se présente, voilà, cette fameuse solution, comment ça fonctionne?
Oui, je vois aussi qu'il y avait une question sur d'où viennent les 400 000 euros. Les 400 000 euros, alors c'est pas notre chiffre d'affaires, pas encore. En effet, c'est un peu le flux de titres restaurants que l'on gère, c'est-à-dire que les entreprises, elles mettent à disposition de l'argent sur les cartes des salariés, et les salariés ne peuvent pas utiliser plus de 25 euros par jour de titres restaurants. C'est la réglementation. Et donc, ça veut dire que nous, on a toujours en fait un flux d'argent que l'on peut placer et que tous les acteurs placent. Donc, on fait juste la même chose que les autres, sauf que cet argent, on le place voilà, pour la transition, au service de la transition écologique. Voilà. Et alors, aujourd'hui, c'est 400 000 euros. C'est un peu, je pense, comme chez vous, chez FEV, aujourd'hui, c'est 23 millions d'euros. Je pense que vous avez vocation à aider encore plus d'agriculteurs à pouvoir acheter des terrains. Le marché des titres restants, c'est 8 milliards avec en croissance de à peu près 10% par an. Donc, ça va bientôt atteindre 10 milliards. Les cartes cadeaux, c'est aussi quelques milliards de plus. Donc, en fait, c'est plusieurs milliards que l'on pourrait mettre au service, on va dire, de la transition écologique, rien qu'avec les avantages pour les salariés. Donc, c'est un peu comme le sujet de l'épargne. Voilà, aujourd'hui, on est une goutte d'eau et on pense qu'on peut faire beaucoup plus demain. Voilà, voilà. Et Jeanne, pour répondre à ta question, comment ça se passe, comment ça se présente, donc nous, aujourd'hui, on a la chance de bientôt passer la barre des 200 entreprises qui nous font confiance. On a des entreprises de tailles très différentes. On a des entreprises avec 1 ou 2 salariés, donc quelques-unes, et on monte jusqu'à des entreprises de 300-400 salariés. Je crois que notre plus gros, c'est à 350 ou quelque chose comme ça. Voilà, donc on est encore un tout petit acteur, hein, parce que, comme je l'ai dit, c'est un marché gigantesque. C'est 6 millions de personnes qui bénéficient du titre restaurant, et on va bientôt passer les 4000 salariés. Donc, on a une grosse marge de progression pour aller, on va dire, chatouiller les gros mammouths qui sont en place. En tout cas, on a bien l'intention de le faire. Voilà, donc on serait ravis que de plus en plus d'entreprises, de plus en plus de salariés puissent rejoindre. Voilà. Et un de nos enjeux, comme je l'ai dit, c'est passer du titre restaurant à faire d'autres avantages. Donc, on a commencé par le titre restaurant, on s'est associé avec une super entreprise, une coopérative qui s'appelle Eticado, pour lancer une carte cadeau. Et l'idée, c'est de développer d'autres avantages avec toujours cette différence sur l'impact environnemental et social. Ouais, super. Et donc, pour aider un petit peu tout le monde là à rendre les choses un peu plus concrètes, est-ce qu'on peut parler de l'impact que génère donc tout cet argent à travers l'épargne et les tickets restaurants chez FEV? Est-ce que, Vincent, tu peux nous dire peut-être combien de fermes ont déjà été installées, ce que ça représente en termes d'emploi, peut-être un ordre d'idée aussi de combien de personnes bénéficient de ces installations en local pour mieux manger? Ouais, mais alors avec aujourd'hui, on en est à 26 ou 27 fermes, je ne sais plus exactement, parce que ça change pas mal. Il y a pas mal d'acquisitions et de projets qui sont en train de se concrétiser en ce moment. Et on devrait, si tout se passe bien, finir l'année aux alentours des 40 fermes qui ont été installées depuis le début. Et on a jusqu'à présent en moyenne 1,7 personnes par ferme, parce que des fois c'est des personnes seules, des fois c'est des couples, des fois c'est 3 à 4 personnes qui s'installent un peu en collectif. Et donc les 40 fermes, ça représentera un peu plus de 60 personnes qui ont pu s'installer sur différentes fermes. Donc ça, avec une certaine accélération, parce qu'on était à... Je crois qu'on a permis l'installation de 5 projets sur les 18 premiers mois d'activité, 11 l'année dernière. Et si tout se passe bien, on devrait être entre 20 et 25 projets financés cette année. Donc, on en a de plus en plus. Et l'objectif, c'est potentiellement d'essayer d'encore doubler l'année prochaine avec une quarantaine de projets financés dans l'année. Voilà un petit peu. Et peut-être pour vous donner quelques ordres de grandeur, on finance des fermes qui sont de taille moyenne et qui produisent tout type d'alimentation tant que c'est conforme à la charte agroécologique. Souvent des projets qui sont assez diversifiés avec des ateliers de production variés. Et donc on a en moyenne, je crois qu'on a 60 hectares sur les projets qu'on a financés, ce qui est peu ou prou la moyenne de la taille française des fermes, parce que la moyenne est à 70 hectares.
Donc on est à peu près à cette moyenne-là, sachant qu'il y a là encore des grosses diversités, parce que selon les activités que les agriculteurs ont, on a besoin d'une taille plus ou moins grosse, et on peut s'en sortir très bien avec 1 hectare en maraîchage, mais en grande culture ou en élevage, il faut beaucoup plus faut des tailles en tout cas beaucoup plus importantes. Et t'en parlais tout à l'heure, mais du coup, au niveau des agriculteurs et des agricultrices, donc chez FEV, on leur demande de mettre en place des pratiques spécifiques par rapport à l'environnement pour le préserver. Ouais, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a défini une charte. D'ailleurs, je sais pas, Agathe peut peut-être mettre la charte en lien, mais la charte, elle s'inscrit principalement dans le cadre de l'agriculture biologique, parce qu'on pense que c'est hyper important de défendre cette manière de produire qui aujourd'hui est assez attaquée et qui souffre depuis 2-3 ans. Mais on pense que c'est un moyen, c'est une bonne base pour produire de l'alimentation de manière plus responsable. On pense qu'il y a pas mal de choses aussi à prendre dans de nouvelles pratiques qui visent à protéger les sols, à diversifier les cultures, à essayer de recréer des cycles en fait entre les cycles au sein d'une même ferme. Et donc on est convaincu que la diversification des cultures elle est hyper importante. Mais voilà, on se base en tout cas sur ce label qui est le seul label vraiment reconnu dans l'agriculture responsable. Et donc, pour nous, c'était important aussi de se baser là-dessus. Et puis, c'est le seul label aussi qui est connu des citoyens. Et donc, c'était important aussi de se baser sur quelque chose qui est connu pour pouvoir expliquer ce qu'on finance concrètement avec l'argent que les citoyens vont investir dans la foncière. Ce que j'ai pas dit peut-être en ordre de grandeur aussi, c'est que les 23 millions, on les a collectés auprès de un peu plus de 1700 personnes particuliers. Et on a quelques investisseurs institutionnels qui participent aux côtés des particuliers. Donc, c'est des fonds qui investissent dans l'économie sociale et solidaire et la Banque des territoires, qui ont investi ensemble aujourd'hui un peu moins de 6 millions, c'est un 5 500 000. Et le reste, donc les 17 millions et demi, sont financés aujourd'hui par les 1700 personnes qui ont investi dans la foncière. Ok. Julien, j'avais une question pour toi, mais je vois que quelqu'un a posé à peu près la même dans le chat. Moi, ma question, c'était quel est l'impact par rapport à des titres restaurants plus classiques de ce que fait Équipe. Mais je vois qu'il y a une question qui s'en rapproche, donc je te laisse y répondre aussi. Oui, comme je disais, il y a un peu 2 niveaux d'impact, hein, donc ce qu'on consomme et l'argent. Donc nous, on suit ces 2 indicateurs. Sur ce qu'on consomme, nous, notamment, on regarde le nombre de la part que représentent les dépenses dans les lieux que l'on nomme comme engagés. Et en fait, on a fait des tests en disant, OK, si on offre des récompenses versus si on n'en offre pas. Et en fait, en moyenne, les salariés qui ont le titre restaurant équipe vont plus de 2 fois plus dans les lieux qu'on a justement référencés comme engagés. Et donc, on regarde le chiffre d'affaires qu'on apporte à toutes ces entreprises, ces restaurateurs, ces commerces qui justement œuvrent pour une alimentation responsable. Donc là, on n'est pas loin du million d'euros de chiffre d'affaires. Je pense qu'on devrait le passer avant la fin d'année. Voilà, donc ça, c'est le premier chiffre. Et le deuxième, alors nous, c'est un peu l'argent que l'on place chez notre partenaire. Aujourd'hui, donc, ce qui est de 400 000 euros. Et aujourd'hui, c'est sur des comptes à terme. Et en fait, on n'est pas capable de préciser à quoi a servi cet argent. Donc, la NEF est totalement transparente sur toute la liste des financements qu'ils ont réalisés. Donc, nous, on est une partie de l'ensemble des financements qu'ils utilisent pour financer d'autres entreprises. Mais on n'est pas capable de dire, bon, ça a servi vraiment pour cette ferme-là, ou bien pour ouvrir ce Biocoop, ou bien pour ouvrir un projet d'énergie renouvelable. Ça fait partie d'un tout. Voilà. Et voilà. Et je vois qu'il y avait une question notamment qui est assez proche dans le chat en disant comment marche la promotion des restaurants. En fait, les salariés, donc vous, parce que vous avez notamment équipe tous les deux, vous pouvez voir en fait tous les partenaires engagés, responsables directement dans l'application, soit sous forme de liste, soit sous forme de carte. Et donc, de manière géolocalisée, vous pouvez voir tous les lieux à proximité qui sont identifiés comme responsables. Et un peu de la même manière, donc nous, on a créé, c'est pas une charte, mais c'est nos critères de sélection qui sont sur lesquels on est transparent, qui sont disponibles sur notre site et qui expliquent qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un restaurant ou un commerce
rentrent dans cette liste éligible. Voilà. Et on bosse aussi avec 3 labels qui vont un peu plus loin que nous sur les critères de sélection. Donc, ce sont des labels plutôt pour la restauration qui s'appellent Écotable, Figue et Bon pour le climat. Et donc, dès que les restaurants ont l'un de ces 3 labels, ils vont automatiquement en fait rentrer dans nos listes de restaurants engagés chez qui les salariés ont des récompenses. Ouais, et puis moi, ce que je trouve sympa aussi, c'est que en tant qu'utilisateur, tu peux rajouter toi-même, tu peux proposer de rajouter un lieu qui te semble engagé. Et moi, je sais que je l'ai fait plusieurs fois sur Bordeaux. Et donc, c'est plutôt chouette. J'avoue que tu nous as bien aidé. C'est un peu comme on essaie d'être un peu le Waze. Il y a 4000 aujourd'hui en France métropolitaine. On a identifié 4000. En fait, c'est pas nous qui les avons identifiés. En effet, on se base souvent sur des personnes comme toi, Vincent, qui nous aident dans des villes à trouver plein d'endroits absolument canons que l'on n'avait pas forcément trouvé tout seul. Donc, merci de jouer le jeu. Merci d'identifier ces lieux-là. Merci à tous les deux. Moi, en tant que question de conclusion, et après on pourra voir s'il y a d'autres questions qui arrivent dans le chat, je me mets à la place d'un citoyen ou d'un salarié aujourd'hui et j'ai envie de vous demander comment je fais pour passer à l'action, que ce soit chez FEV ou chez Équipe, et comment mon entreprise peut jouer un rôle. Julien, tu peux commencer si tu veux. Nous, pour jouer un rôle, ce sont les entreprises qui achètent nos services, donc titres restaurants, cartes cadeaux, etc. Généralement, c'est souvent le RH. Enfin, ça dépend de la taille de l'entreprise. Donc, la meilleure manière, c'est d'aller en parler à son directeur des ressources humaines ou des richesses humaines, plutôt, faudrait dire. Voilà. Voilà, pour nous aider, c'est ça. Voilà, c'est de passer par son entreprise, en parler. Voilà, souvent, ça vient des salariés, en fait. Voilà. Nous, on fait de la prospection, mais souvent, les demandes et les RH nous contactent parce que l'un des salariés a entendu parler d'Équipe. Et donc, ils viennent toquer, ils sont curieux. On passe 30 minutes ou 45 minutes à présenter notre offre. Et puis, voilà, c'est notre meilleure manière de faire, c'est de passer par les salariés qui comprennent et qui sont conscients de ces enjeux et qui ont souvent envie de consommer mieux et qui sont contraints, comme beaucoup, à choisir entre la fin du mois et la fin du monde. Merci Julien. Vincent, de ton côté, pour FEV, comment ça se passe ? Ouais, chez nous, c'est chaque personne peut directement investir dans la foncière. L'investissement, il est disponible à partir de 500 €. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, les gens qui ont investi, ils ont investi en moyenne 10 000 €. Parce que si vous faites les 17 millions divisé par 1700, on arrive à peu près à 10 000 €. Et donc, avec des gens qui ont investi à partir de 500 €, certaines personnes, plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers pour quelques personnes. Et donc, les gens, peut-être juste pour revenir sur ça, investissent dans la foncière pour 3 raisons. La première, c'est de faire quelque chose qui soit aligné avec ses valeurs d'un point de vue social et environnemental avec son argent. La deuxième, c'est de le faire en prenant un risque qui est relativement limité parce que investir dans de la terre agricole, c'est investir dans un actif tangible qui historiquement a pris de la valeur assez régulièrement dans le temps et qui en plus est relativement peu cher par rapport à ce qu'on peut voir chez nos voisins européens. Et la troisième raison, c'est qu'il y a une incitation fiscale qui rend l'investissement plus attractif à hauteur de 25% des sommes qui sont investies. Donc en investissant 1 000 €, vous récupérez 250 € de réduction d'impôt sur l'année à laquelle vous avez investi, ce qui rend les choses d'un point de vue financier plutôt attractives, avec une rentabilité qui, grâce à cette réduction d'impôt, devient très intéressante. Et Vincent, j'avais une question en termes de liquidité. Est-ce que tu peux en parler un petit peu quand est-ce qu'on investit, mais quand est-ce qu'on peut sortir? Comment ça se passe Ouais, c'est vrai que je ne suis pas rentré trop dans les détails de ça, mais c'est une des premières questions à se poser quand on investit dans quelque chose, c'est comment on peut en sortir. Donc, c'est tout à fait légitime. Là, il y a une liquidité qui n'est pas parfaite. C'est pas comme un
un livret A ou un truc d'assurance vie, la liquidité, elle est offerte par la foncière, mais une fois par an. C'est-à-dire que tous les ans, on peut demander à désinvestir avant le 31/12 de l'année. Et le désinvestissement, il est effectif le lendemain de l'AG qui valide les comptes, donc on va dire en mai de l'année qui suit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que faut le considérer comme un investissement qui est plutôt de long terme, parce que la réduction dont j'ai parlé, la réduction d'impôt, elle est liée à l'obligation d'une conservation des titres pendant 7 ans. Ça veut dire qu'il faut partir sur un investissement de minimum 7 ans. Il y a une possibilité de sortir. On peut sortir tous les ans. Alors, après le 3e anniversaire, pendant 3 ans, on peut vraiment pas y toucher. Ça nous permet aussi d'avoir une certaine visibilité et de pouvoir faire les investissements dans les fermes avec l'argent qu'on récolte. Mais après 3 ans, on peut sortir tous les ans. Mais si vous sortez avant la fin avant le 7e anniversaire, vous devrez rembourser la réduction d'impôt. Donc, il faut plutôt voir ça comme un investissement long terme dont on doit ne pas en avoir besoin tout de suite du jour au lendemain. Parce que même au bout des 7 ans, voilà, la sortie, elle se fait une fois par an. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête. Par contre, la sortie, elle est assurée par la foncière. C'est-à-dire que la foncière s'engage à permettre les sorties de toutes les personnes qui le souhaitent et qui le demandent. Bah, du coup, tu peux enchaîner sur une question qui vient d'arriver de Sandrine qui demande quel type de rendement on peut attendre. Ouais, le rendement. La question. Ouais. Non, mais c'est important. Le rendement, il est assez faible, assez léger sur la foncière en tant que telle. C'est-à-dire que, alors il n'y a pas d'intérêt ou de dividendes qui sont payés tous les ans, mais il y a c'est la part de la foncière qui est réévaluée tous les ans. Et donc, c'est en revendant vos parts dans la foncière dans 7, 8, 10 ans que vous réaliserez ou pas une plus-value. Et en fait, cette part, elle est réévaluée grâce à 2 choses, aux loyers qui sont payés par les agriculteurs sur leurs fermes et à l'évolution du prix du foncier. Et sachant que ce qu'on fait aussi, ça fait partie du partage de valeur qu'on met en place avec les agriculteurs, c'est que quand on achète une ferme à 100 et que les terres valent 110 dans 7 ans, on donne une option d'achat à 105 avec un partage de plus-value entre les agriculteurs et les gens qui ont investi. Et donc, une fois qu'on a pris tout ça en considération et qu'on prend en compte les frais de notaire et les frais d'entrée, etc., et je pourrais parler des frais aussi parce que je vois qu'il y a une question qui tourne autour de ça, l'objectif, c'est 2 à 3% par an de revalorisation en moyenne des parts. Et ça vient s'ajouter aux 25% de réduction d'impôt. Donc, si on lisse les 25% de réduction d'impôt sur, disons, 7 ans, on arrive sur des rentabilités qui sont de l'ordre de 6 à 7% par an. Et donc, c'est fortement lié à la réduction d'impôt parce que sans la réduction d'impôt, on est plutôt sur du 2-3. Et le montant minimum, pour répondre toujours à Sandrine qui repose une question, c'est 500 €. Et je vais enchaîner sur les frais et puis après je laisserai la parole à Julien. Mais les frais d'entrée, parce que j'ai une question d'un utilisateur aussi qui pose la question. Il y a 3% de frais de souscription, enfin de frais qui sont des frais de dossier en fait et qui permettent de rémunérer les personnes et les outils, et les logiciels et tous les frais qu'on a sur la collecte. Et donc quand vous investissez je ne sais pas si vous investissez 1 000 €, vous achèterez vos parts 1 030 € pour payer ces 3% de frais de souscription. Et c'est les seuls frais, il n'y a pas de frais de sortie. Et il n'y a pas de frais de gestion qui sont payés en tout cas par les investisseurs. Mais indirectement, il y a d'autres frais au sein de la foncière. Et en effet, il y a une partie de la gestion, elle est réalisée par des salariés au sein de la foncière. Et donc, une partie des loyers qui sont payés par les agriculteurs sont utilisés pour gérer la foncière. Et ça représente entre 0,35 et 0,40% des sommes qui sont collectées tous les ans. Voilà un peu ce qu'il en est. Mais c'est pris en considération quand je vous parlais de la revalorisation tout à l'heure. Ok, merci Vincent. Ouais, tu disais qu'il n'y avait pas de dividende, mais on n'a même pas le droit à un dividende climatique ?
Alors non, c'est vrai qu'on regarde ces sujets-là, mais c'est encore un peu naissant, ces sujets de dividendes climatiques. C'est une ça fait partie des, des, des choses qui sont discutées sur certains placements qui ont un impact. Mais aujourd'hui, en fait, le problème des dividendes climatiques, à mon sens, hein, pour l'instant, c'est que c'est vraiment très axé climat et carbone. Et comme tu le disais très bien tout à l'heure en introduction, l'agriculture a un impact énorme sur beaucoup des limites planétaires. Et le carbone, elle a aussi un impact important parce que c'est à peu près 25% des gaz à effet de serre qui sont émis par la production d'alimentation. Euh, mais mais c'est vrai que c'est pas le premier impact. C'est un des impacts. Et les dividendes climatiques sont fortement liés au carbone. Ils sont très spécifiques carbone pour l'instant avec climat. Et moi, je serais ravi qu'il y ait un truc qui soit un peu plus large, qui touche un peu plus que le climat, qui touche aussi la biodiversité et d'autres choses. Mais bon, c'est quand même un truc qu'on regarde. Après, les dividendes climat, on en parle, on commence à en parler, mais aujourd'hui, c'est pas encore très concret. Oui, ça commence par le climat aussi parce que la biodiversité, c'est souvent un petit peu moins facilement mesurable aussi. Ouais, ça fait partie des problèmes. Ouais. Ouais. Merci. Alors, j'ai vu qu'il y a d'autres questions pour moi, mais peut-être pour que tu prennes la suite aussi. Il y a une question que on n'a pas pris tout à l'heure. Il y a marqué chez Équipe, offrez-vous l'option de réaliser un don associatif par les salariés? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait sur le don, c'est en fait dans le modèle économique des titres restaurants, il y a une commission qui est prise auprès des restaurants et des commerçants. On fait aussi, sauf que nous, on reverse 1% de la transaction à des associations. Donc, par exemple, lorsqu'il y a 20 euros qui sont dépensés chez Franprix, Franprix va nous payer une commission d'affiliation et il y a donc 1% des 20 euros, 20 centimes qui va être reversé à une association. Donc, c'est automatique et c'est pas dépendant de est-ce que le salarié souhaite faire ou non un don. Donc ça, c'était la première étape. Et là, la deuxième étape, c'est en effet, on a dans notre, on a prévu de développer parce que c'est pas encore, on n'est pas encore sur le sujet, mais le fait de pouvoir faire des dons soit récurrents, ponctuels, ou voire même de pouvoir donner justement ces récompenses responsables à des associations, par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que de plus en plus d'argent puisse être fléché au service d'associations qui, je pense, sont aussi nécessaires dans la composition de notre écosystème. Ok. Et il y a une question de Johan. Enfin, c'est pas une question, mais il dit qu'il est intéressé pour proposer des restaurants. Est-ce que n'importe qui, même s'il n'a pas de titre restaurant équipe, peut proposer des structures, justement? Alors, je crois je sais plus si on a mis ça sur notre site, que chacun peut proposer. En tout cas, c'est un Typeform, donc il est intégré dans notre application mobile. Donc on peut, mais je crois qu'il était en effet disponible. Vu qu'on vient de refaire notre site, je suis plus sûr de ce qui est accessible ou pas. Mais oui, en fait, chacun peut proposer, voilà, et nous on va vérifier ensuite si ça rentre bien dans les critères de sélection. Voilà. Donc Ok. je vais retrouver d'ailleurs la page, je vais la mettre dans le chat. Okay. Voilà, généralement, c'est sur cette page où je vais vous donner ça. Ok. Bah, du coup, il y a une autre question pour toi. Pour les gestionnaires RH qui s'occupent des tickets restaurants en entreprise, y a-t-il une différence entre équipe et les acteurs traditionnels? Oui, alors c'est une très bonne question. Alors depuis le début, on dit tout le temps chez Équipe qu'on a deux piliers. Notre différence, c'est l'impact. Et par contre, ce qu'on veut faire, c'est d'être aussi simple que les meilleurs du marché. Donc en fait, on a développé toutes les fonctionnalités que proposent les autres acteurs de tickets restaurants. Pour le salarié, ça veut dire par exemple de pouvoir mettre sa carte sur Apple et Google Pay. D'ailleurs, la carte physique chez Équipe est optionnelle. C'est le fait de pouvoir, depuis quelques mois, de pouvoir dépasser le plafond de 25 euros en associant sa carte personnelle. Donc, c'est plein de petites fonctionnalités qu'on a développées au fur et à mesure pour simplifier l'usage. Et c'est la même chose pour les RH. C'est-à-dire qu'on a développé des connecteurs, par exemple, avec des outils RH comme PayFit ou Lucas, pour que le RH n'ait pas à renseigner manuellement ses 150 salariés, le nombre de titres restaurants qu'il faut donner. On a mis en place le prélèvement automatique. Donc voilà, il y a un ensemble de fonctionnalités que proposent les autres acteurs et on n'a pas réinventé la roue, on s'est inspiré de ce qui se faisait le mieux. Donc on a juste repris ce qui fonctionnait bien chez les autres. Merci pour l'inspiration, je remercie nos concurrents. Voilà.
Et on a juste redéveloppé la chose. J'avoue que je suis passé d'un des plus... Enfin, nous, chez Fève, on est passé d'un des gros concurrents du marché chez vous. Et ça n'a pas... D'un point de vue... En tout cas, parce que c'est moi qui fais la partie RH chez nous, chez Fève. Et j'avoue qu'il n'y a pas de différence. C'est vraiment aussi simple. Donc, c'est cool. Ça permet de ne pas perdre trop de temps là-dessus. Vincent. J'ai mis aussi dans le chat notre méthodologie de sélection des commerces, dans lequel il y a l'attribution des points, etc., nos détails. Je l'ai mis dans le chat privé, donc je ne sais pas comment le mettre en commentaire. Oui, bah c'est Agathe qui va s'en occuper. Parfait, merci. On a 2 autres questions pour toi, Vincent. On a quel statut lors d'une succession et non, ouais. Et est-ce qu'on est transparent aussi? Alors oui, on essaye d'être aussi transparent qu'on puisse l'être. Donc on a des rapports annuels qui sont sur notre site. Si vous allez vous balader dans les documents utiles, il y a les 2 rapports annuels qu'on a depuis le début, plus un rapport d'impact qui date un petit peu parce qu'il a 1 an. Et Jeanne est en train de travailler sur le rapport d'impact de cette année. Tout à fait. Sans vouloir lui mettre la pression. Et donc, on essaye d'être transparent là-dessus et sur tous les coûts, les frais, ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Donc, normalement, vous devez récupérer toutes ces informations-là sur notre site, à la fois sur ces rapports annuels et puis sur notre fac dans lequel on écrit pas mal de choses. Et la question de la succession, en fait, c'est la même chose que des actions, en fait, donc que des titres de société. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est vos successeurs qui héritent des parts de la foncière et qui peuvent décider soit de les garder, donc de rester actionnaires de la foncière, ou de se désengager, donc de les vendre, et de la même façon que vous, hein, c'est-à-dire qu'ils ont une possibilité de sortir 1 fois par an si par hasard il y a une succession qui se passe. Et je vois que la question d'après, c'est sur le fait de visiter, de pouvoir visiter des fermes. Alors, on essaie d'organiser de temps en temps des choses sur les fermes. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'est souvent compliqué. Il y a plein de gens qui se disent « Ouais, c'est trop cool, j'aimerais bien aller visiter des fermes ». Mais quand on organise des choses et qu'il faut aller, je sais pas, au fin fond de la Dordogne, de la Creuse, etc., il n'y a plus personne et on n'arrive pas à vraiment faire venir beaucoup de gens en même temps à un endroit. En tout cas, c'est compliqué. Donc, on a plutôt organisé le truc inverse sur les derniers... Depuis 1 an, on essaye de faire ça. C'est qu'on fait venir un ou des agriculteurs, agricultrices qui se sont installés grâce à Fève à différents endroits, plutôt dans des villes, pour rencontrer les gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, que ce soit des gens qui ont déjà investi ou des gens qui s'intéressent. Donc, on a fait des choses là récemment à Lyon, à Paris, à Lille, à Nantes, à Biarritz. Et là, les 2 prochains endroits où on va faire des choses, c'est à Bordeaux le 4 novembre. Donc, on organise une soirée à Bordeaux le 4 novembre où on a un agriculteur qui s'est installé récemment en Dordogne qui va venir partager un petit peu ce qu'il fait, ce qu'il a fait depuis son installation. Et puis on en a un qui devrait se concrétiser à Rennes prochainement, mais la date, elle n'est pas encore fixée. Voilà. Et après, sur les fermes, si vous habitez, parce qu'on a une carte de toutes les fermes qui ont été financées sur notre site, si vous habitez proche d'une ferme, on peut éventuellement donner des informations et vous mettre en relation. Après, on veut, avec l'agriculteur sur place, après, on veut pas non plus, on veut surtout pas les forcer. C'est vraiment eux qui vous accueillent ou pas, s'ils le souhaitent, et parce qu'on voudrait pas qu'il y ait des gens qui viennent tous les jours les ennuyer, parce que ils y travaillent quand même sur cette ferme. Donc, mais certains qui veulent aller rencontrer tel ou tel agriculteur, souvent on les met en relation, et puis après les gens se mettent d'accord entre eux tranquillement. En tout cas, il y a Johan qui dit que tout le monde est le bienvenu à la forêt de Higas si on les contacte avant. La forêt de Higas, c'est dans les Landes, à côté d'Estibo.
On a une question, Vincent, de Grégoire, qui dit qu'il est investisseur individuel, mais qui sait que l'impact sera démultiplié grâce aux institutionnels. Est-ce qu'on voit un mouvement de fond de ce côté-là? Quels sont les freins à faire sauter pour ces acteurs? J'ai l'impression qu'on est en train de craquer quelque chose parce qu'on en a de plus en plus en effet. Ça n'a pas été facile de les convaincre au départ parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même une grosse partie de l'intérêt financier du placement. Parce qu'il ne faut jamais oublier ça. Les gens regardent quand même l'intérêt financier assez vite. Il est quand même beaucoup lié à la réduction d'impôts. Et donc, quand on enlève ça, ce qui est le cas pour les personnes morales qui investissent et donc les institutionnels, faut trouver des gens qui sont OK pour investir dans quelque chose qui a beaucoup d'impact, mais qui a un retour sur investissement financier qui est faible. Et donc, on a aujourd'hui les seuls institutionnels qui investissent, c'est les fonds solidaires qui investissent spécifiquement dans l'économie sociale et solidaire. Il y en a de plus en plus qui s'intéressent à nous, donc c'est chouette. Donc là, on a en effet, on est en train d'accélérer là-dessus. On est à 5,5 alors qu'on était à 1 million l'an dernier. Donc là, on a 4,5 qui sont rentrés cette année. Il y en a d'autres qui vont rentrer normalement d'ici fin d'année. Donc ça, c'est plutôt positif. Et puis, on a ça commence à bien avancer avec eux. Après, ça reste un truc un peu de niche, parce que les fonds qui investissent dans l'économie sociale et solidaire, il y en a très peu. C'est les fonds qui sont financés essentiellement par l'épargne salariale. Donc, quand vous avez dans vos entreprises, vous avez souvent, si vous avez l'épargne salariale qui vous est proposée dans l'entreprise, il y a une obligation d'avoir un support solidaire. Ce support solidaire, il est investi à 90% dans l'économie, on va dire, normale, classique, et à 10% dans l'économie sociale et solidaire. Et c'est ces 10% qui financent majoritairement ces fonds solidaires et qui eux-mêmes, donc derrière, financent des projets comme le nôtre. Et comment être éligible? Comment est-ce que vous rentrez dans cette case et comment justifier qu'il fait partie de... Pour être éligible, en fait, il faut en général avoir l'agrément ESUS, qui est un agrément de l'économie sociale et solidaire, qui est un agrément qu'on a au niveau de la foncière depuis la création de la foncière. L'agrément ESUS, c'est l'agrément de l'économie sociale et solidaire qui... il y a quelques critères, mais les principaux critères, c'est une différence maximale entre les salariés, entre les salaires les premiers salaires et les salaires les plus élevés. Je crois qu'on ne peut pas dépasser un facteur multiplicateur de 7, quelque chose comme ça. On en est loin. Mais dans certaines structures, ça peut être un frein et ça peut être embêtant. Mais bon, nous, c'est pas un truc qui gêne. Après, il y a un sujet sur ce qu'on fait des résultats. C'est-à-dire que les résultats peuvent pas être entièrement distribués sous forme de dividendes et doivent être réinvestis en grande partie. Et ensuite, il y a un sujet qui est quand même le sujet principal, qui est que la structure doit avoir une mission qui a un impact social et environnemental. Et donc, et ça, c'est quand même le point principal. Okay. Et je rebondis un petit peu sur une question qu'on a vue tout à l'heure. On avait quelqu'un qui demandait si c'était possible de visiter des fermes, mais qui demandait aussi si on pouvait s'investir plus personnellement. Vincent, est-ce que tu veux parler des choses qu'on imagine pour les gens qui sont nos investisseurs, ce qu'ils pourront faire sur la plateforme Le Grenier, notamment auprès des agriculteurs? Ouais, aujourd'hui, on n'est pas encore très avancé. On aimerait faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui là-dessus, mais on ne fait pas énormément. Ce qu'on commence à faire là et qu'on commence à organiser quand ça a du sens, que c'est possible, c'est qu'on permet à aux investisseurs d'acheter des produits de certaines fermes. Donc, on l'a fait de manière ponctuelle pour l'instant et l'idée, c'est de le faire de manière un peu plus généralisée. On aimerait bien aussi, et ça, on a commencé à le faire aussi de manière très ponctuelle sur certaines fermes, mais on est convaincu qu'il y a des besoins pour les agriculteurs parce qu'ils sont chefs d'entreprise, ils ont des besoins
qui peuvent être très variés, hein. Ils ont besoin de maîtriser à la fois des sujets techniques et agronomiques, mais aussi des sujets commerciaux, des sujets comptables. Et c'est difficile de savoir faire tout ça. Et donc, on a envie d'essayer de les mettre en relation avec certains investisseurs citoyens qui auraient certaines compétences et qui pourraient les accompagner sur certains des sujets de manière gratuite pour ceux qui ont un peu de temps à donner. Donc ça, on l'a fait de manière très ponctuelle, mais on aimerait essayer de l'organiser un peu plus généralement. Et après, quand il y a de temps en temps, il y a deux choses qu'on essaye de relayer aussi, c'est que de temps en temps, il y a des chantiers participatifs. Donc sur certaines fermes, il y a eu des plantations de haies qui ont eu lieu l'hiver dernier. Il va certainement y en avoir là aussi cette année. Donc on essaye de partager pour les personnes qui sont autour et qui pourraient avoir envie d'aller passer une journée les mains dans la terre. Ça peut être chouette de temps en temps. Et puis de temps en temps, certains font des campagnes participatives. Et donc on essaye de les relayer aussi pour financer autre chose que du foncier, parce que nous, on finance avec la foncière que du foncier, et les agriculteurs ont d'autres choses à financer, qui peuvent financer de plein de façons, et parfois une collecte de dons ou de prêts participatifs se fait par certains. Ok, merci. Est-ce que vous voulez... on n'a plus de questions, on a répondu à toutes les questions normalement. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Vincent, Julien? Pas particulièrement. Nous, on a eu la chance de faire des mises au vert où on s'est retrouvé justement dans des fermes avec des agriculteurs. Ça permet aussi de bien comprendre les enjeux. Donc, je peux que recommander aussi d'aller donner des coups de main. Ça permet d'être connecté un peu plus aussi aux problématiques de ceux qui produisent. C'est quand même essentiel dans nos vies. Non, mais merci en tout cas, Jeanne, merci Vincent pour cet échange. Je continue d'apprendre des choses sur Fairvolley. Et je suis de plus en plus fan. Écoute, merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Julien. Et non, j'ai pas grand-chose à rajouter non plus, mais moi aussi, je suis content d'avoir fait ce petit webinaire avec toi. Surtout que nous, on est content aussi de faire partie des premiers clients de chez Équipe, et on en parle pas mal autour de nous parce qu'on trouve que c'est une chouette initiative aussi. Donc, voilà. Bon, on arrive au terme. Merci à tous les deux, et puis merci à toutes et tous pour votre participation, pour votre question. Si vous en avez d'autres, on y répondra avec plaisir, donc vous pouvez nous contacter. Le replay, il sera disponible sur LinkedIn tout de suite après, mais aussi on vous l'enverra par mail à la fin de la semaine. Et si on a terminé, merci, et puis bon appétit. Oui, je me permets de répondre à la dernière question que je vois là sur les financements par le crédit coopératif. Aujourd'hui, on a dans les fonds solidaires qui ont investi dans la foncière, il y a le fonds du crédit coopératif qui s'appelle, en fait, c'est Ecofi, qui est la société de gestion du crédit coopératif, et qui a un fonds solidaire et qui a investi au sein de la foncière. On travaille un petit peu avec le crédit coopératif aussi sur d'autres choses, mais en tout cas, ils ont investi via cette structure-là dans la foncière. Super. Voilà. Et je vois qu'Agathe a mis le lien du site d'Équipe. Allez y faire un tour puisqu'ils ont refait leur identité graphique il y a peu. Donc, c'est à découvrir. Merci. Merci. Et à tout le monde, à bientôt. Oui, à très bientôt. Au revoir. Au revoir, bon appétit.